russe ce matin. On attend donc toujours l'arrivée du président Vladimir Poutine dans cette salle du palais du Kremlin, où le président russe doit donc signer des documents. La question, bien sûr, qui est posée aujourd'hui est de savoir si cette annexion des régions ukrainiennes par Moscou va désormais entraîner une escalade du conflit déclenché il y a 7 mois par Vladimir Poutine. Quelle va être désormais la position du Kremlin en cas de contre-offensive sur ces régions annexées par la Russie? Comment le président russe va justifier la suite de cette opération spéciale, sachant que les régions annexées sont considérées désormais par le Kremlin, ou vont être désormais considérées par le Kremlin comme faisant partie intégrante de la Fédération de Russie. Vladimir Poutine qui a réitéré récemment ses menaces nucléaires. Et fait majeur, vous le savez, il a annoncé récemment la mobilisation partielle de la population russe, une annonce qui a déclenché la stupeur en Russie et la colère d'une partie de la population, alors que plus de 260 000 hommes ont déjà fait le choix de fuir à l'étranger, notamment en Turquie ou encore en Géorgie. Voilà, donc on attend toujours depuis cette salle Georgievski du palais du Kremlin l'arrivée du président russe Vladimir Poutine. Vous avez aperçu dans cette salle Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, et puis aussi les leaders des 4 régions ukrainiennes annexées qui ont donc fait le déplacement à Moscou pour écouter le discours du président Poutine. Alors un mot également des derniers développements de la guerre sur le terrain. Ce matin, on a appris qu'une frappe avait visé la région de Zaporijjia, faisant une vingtaine de morts. Les forces ukrainiennes et russes se rejettent la responsabilité de ce bombardement, comme elles le font régulièrement depuis le début de la guerre. Par ailleurs, dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, la contre-offensive ukrainienne se poursuit. Kiev affirme avoir sécurisé les 2 rives de la ville de Kupiansk et pourrait prochainement s'emparer de la cité stratégique de Liman, près de Sloviansk, où les forces russes seraient partiellement encerclées. Voilà, donc vous voyez ces images de Moscou, du palais du Kremlin, où un parterre de personnalités attend donc toujours le discours, l'arrivée du président Vladimir Poutine pour une cérémonie qui doit officialiser l'annexion donc de 4 régions du sud-est de l'Ukraine, en l'occurrence les régions de Zaporijjia, de Kherson, celles de Donetsk et de Louhansk. Des annexions qui, rappelons-le, interviennent après des référendums d'indépendance que les dirigeants occidentaux ont qualifiés de simulacres et de mascarades. Alors, au premier plan, vous apercevez l'ex-président russe Dmitri Medvedev. On a pu apercevoir également des leaders religieux, des responsables voilà, je vous le dis.
Voilà, on attend toujours l'arrivée de Vladimir Poutine donc, pour cette cérémonie d'officialisation d'annexion des 4 régions ukrainiennes de Zaporijjia, Kherson, Donetsk et Louhansk. Le président russe doit prononcer un discours volumineux selon les termes employés par le Kremlin. Discours qui devrait bien évidemment entraîner de nombreuses réactions à l'étranger. En attendant, eh bien, on attend toujours l'arrivée de Vladimir Poutine. Voilà, 15 heures passées à Moscou et donc toujours ce parterre de personnalités qui attend l'arrivée du président russe dans cette salle du palais du Kremlin où Vladimir Poutine doit donc officialiser l'annexion de 4 régions ukrainiennes 7 mois après avoir lancé son offensive. Rappelons qu'en février, justement avant de lancer cette guerre en Ukraine, la Russie avait déjà reconnu l'indépendance des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Louhansk et qu'elle avait déjà aussi annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014. Vladimir Poutine s'apprête désormais à signer des documents officialisant l'annexion des régions de Kherson et celle de Zaporijjia, connue bien sûr pour sa centrale nucléaire qui s'est retrouvée au cœur de cette guerre, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale. Cette cérémonie intervient juste après ces soi-disant référendums d'indépendance qualifiés de simulacres par les dirigeants occidentaux qui ont assuré qu'ils ne reconnaîtront jamais donc ces référendums d'indépendance qualifiés d'imposture absolue par le président américain Joe Biden. Référendums qui ont été organisés dans des régions en grande partie vidées de leurs habitants qui ont fui la guerre et une guerre qui a entraîné la mort de très nombreux civils, notamment dans la ville de Mariupol. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter dans la journée une résolution condamnant ces référendums, résolution qui n'a toutefois aucune chance d'aboutir en raison du veto donc attendu de la Russie. Voilà, donc on attend toujours l'arrivée du président russe depuis cette salle du palais du Kremlin où sont réunies de très nombreuses personnalités russes du monde politique et aussi de la sphère religieuse. On a aperçu à l'image les leaders des républiques, des régions ukrainiennes annexées aujourd'hui par la Russie, des leaders, des dirigeants qui ont été installés par Moscou dans ces régions ukrainiennes et qui sont invités aujourd'hui à participer à cette cérémonie. Vous apercevez ici à l'image le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et à ses côtés le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu.
Voilà, bientôt 15h15 à Moscou et on attend donc toujours l'arrivée de Vladimir Poutine qui doit signer les documents officialisant l'annexion de 4 régions ukrainiennes. Le président russe qui doit également prononcer un discours volumineux selon les termes employés par le Kremlin. Discours qui sera bien évidemment suivi à l'étranger par les diplomaties occidentales qui, je vous le répète, ont assuré qu'elles ne reconnaîtront jamais les référendums d'indépendance dans les régions du sud-est de l'Ukraine. Référendum qualifié de mascarade, de simulacre ou encore d'imposture absolue, pour reprendre les termes employés par le président américain Joe Biden. Parmi les nombreuses réactions ces dernières heures, rappelons celle du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour qui le comportement actuel du Kremlin n'a pas sa place dans le monde moderne. Fin de citation. Autre réaction, celle de la nouvelle première ministre britannique, Liz Truss, qui, comme ses confrères européens ou américains, a réaffirmé que Londres n'accepterait jamais l'annexion par la Russie de 4 régions ukrainiennes. Voilà, nous sommes en direct sur Euronews et nous attendons toujours l'intervention du président russe Vladimir Poutine qui doit officialiser l'annexion des 4 régions ukrainiennes conquises par l'armée russe, les régions de Zaporijia, Kherson, ainsi que celles de Donetsk et Louhansk, 7 mois après le début de l'offensive en Ukraine. C'est donc un discours phare que le président Poutine doit effectuer depuis ce palais du Kremlin où sont réunies des dizaines de personnalités de la sphère politique, de la sphère religieuse. On a aperçu à l'écran les ministres de la Défense et des Affaires étrangères, ainsi que les dirigeants des régions ukrainiennes annexées par Moscou. Rappelons que la Russie avait déjà annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014, l'année 2014 qui marque quelque part le début de cette guerre en Ukraine. Et la question désormais qui est posée est de savoir si cette annexion des régions ukrainiennes par Moscou va désormais entraîner une escalade du conflit. Quelle va être désormais la position du Kremlin en cas de contre-offensive ukrainienne sur ces régions annexées? Comment le président russe va justifier la suite de ce qu'il qualifie toujours d'opération spéciale, sachant que les régions annexées devraient désormais être considérées par le Kremlin comme faisant partie intégrante de la Fédération de Russie. Vladimir Poutine qui a réitéré récemment ses menaces nucléaires et il a mobilisé une partie de la population russe, une annonce qui a déclenché la stupeur dans le pays et la colère d'une partie de la population. On a vu ces images de dizaines de milliers d'hommes qui ont choisi de fuir vers l'étranger, notamment vers la Turquie ou vers la Géorgie, plutôt que de rejoindre le front ukrainien.
où la guerre fait chaque jour de nombreuses victimes militaires et civiles. Vous voyez à l'image les leaders des régions séparatistes, des régions annexées par des régions ukrainiennes annexées par la Russie. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Poutine. Voilà, Vladimir Poutine qui fait son entrée donc dans le palais du Kremlin sous les applaudissements. Une personnalité politique et religieuse russe présente. Благодарю вас, пожалуйста. Хорошо. Прошу вас. Уважаемые граждане России, chers citoyens russes, citoyens des républiques de Donetsk et Lugansk, les habitants de Zaporijia et de Kherson, les députés de la Douma russe, les sénateurs de la Fédération russe. Vous savez que dans la République de Donetsk et Lugansk, ainsi qu'à Zaporijia et Kherson, ont eu lieu récemment les référendums. Les résultats de ces référendums, nous les connaissons, nous avons les résultats. Les gens ont fait, les habitants de ces régions ont fait leur choix. C'est un choix clair. Aujourd'hui, nous acceptons l'entrée en Russie des républiques de Donetsk et Lugansk, ainsi que des régions de Zaporijia et de Kherson. Je suis sûr que l'Assemblée, la Douma russe, va accepter l'entrée de ces 4 régions dans la Fédération de Russie. Parce que c'est la volonté des millions de gens, Et bien sûr, c'est leur droit de rejoindre la Fédération de Russie. C'est un droit que personne ne peut leur enlever, un droit qui est écrit dans un article de l'Organisation des Nations Unies. On parle de l'autodétermination des peuples. Je le répète, c'est leur droit. Personne ne peut leur enlever. C'est pour cela que les générations de nos ancêtres se sont battus, nos ancêtres qui se sont battus pendant des années dans l'ancienne Russie, ont créé la nouvelle Russie, qui se sont battus, nos grands frères et nos pères qui se sont battus à mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous n'allons jamais oublier les erreurs de la Russie. Nous n'allons jamais oublier ceux qui ont voulu sauvegarder leur culture, leur tradition, qui se sont battus pour leur droit de vivre. Ce sont les combattants du Donbass. Ce sont les gens paisibles, les femmes, les vieillards. Ce sont des gens ukrainiens, russes, de toutes les nationalités. Ce sont les vrais leaders comme Zarachenko, le leader de Donetsk, comme Olga Kachura et les autres. C'est le procureur de la République de Lugansk. Ce sont tous nos soldats et tous nos officiers qui sont tombés pendant l'opération spéciale. Ils sont nos héros. Ce sont les héros d'une grande Russie et je vous demande d'honorer leur mémoire par 1 minute de silence. Спасибо. За выбором миллионов жителей
Le choix de millions d'habitants de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporijjia, ce lien qu'on a passé de père en fils, et malgré toutes les difficultés, personne ne peut détruire ce sentiment de l'amour envers la Russie. C'est pour cela que les jeunes gens qui sont nés après l'éclatement de l'Union soviétique, qui ont voté pour notre avenir commun, en 1991, sans demander la volonté des peuples, les leaders des partis ont décidé de casser l'Union soviétique, et cela a cassé tous nos liens. C'est devenu une catastrophe nationale pour notre peuple, comme c'était après la Révolution. On a découpé les frontières des républiques soviétiques. C'est comme ça qu'aussi les leaders des républiques de l'Union soviétique ont brisé notre grand pays. Ils ont mis le peuple devant le fait accompli. Je peux penser qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient pas quelles conséquences cela aurait. Mais il n'y a plus d'Union soviétique aujourd'hui. On ne peut pas faire revenir le passé. Et la Russie n'a pas besoin de cela. Nous, on ne veut pas de cela. Mais il n'y a pas plus fort que notre détermination à réunir le peuple qui est le même peuple et qui se considère comme faisant partie de la Russie et dont les ancêtres, pendant des siècles, ont vécu dans le même pays. Et il n'y a pas quelque chose de plus grand que la détermination de ces gens-là à revenir dans leur patrie historique. Pendant 8 ans, les gens du Donbass ont subi un génocide. Ils étaient bombardés. Et à Kherson et à Zaporijjia, ils ont essayé de les dresser contre la Russie. Et le régime à Kiev a menacé les professeurs et les citoyens de ces territoires. Et les gens, les habitants de Zaporijjia et de Kherson ont dit je veux que les dirigeants de l'Ouest m'entendent, que tous ces gens-là, je veux que les dirigeants occidentaux entendent que ces citoyens des régions ukrainiennes deviennent russes pour toujours, et nous allons les protéger. Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь. Nous faisons appel au régime de Kiev. Arrêtez tout de suite les actions militaires. Cette guerre qu'ils ont commencée en 2014. J'appelle le régime de Kiev à revenir à la table des négociations. Nous sommes prêts au dialogue. Mais le choix du peuple à Luhansk-Donetsk, nous n'allons pas négocier le choix des peuples de Lugansk, Kherson, Zaporijjia et Donetsk. Ils vont rester en Russie. Et aujourd'hui, le pouvoir de Kiev doit accepter ce choix libre de ce peuple. C'est le seul chemin qui pourra conduire vers la paix. Nous allons conduire à ces territoires avec toutes nos forces. Nous allons tout faire pour assurer la vie, pour garantir la vie paisible de ces habitants. C'est notre mission. Notre mission de libération. Nous allons reconstruire toutes les villes, toutes les écoles, toutes les infrastructures. Nous allons mettre le système des retraites, les systèmes sociaux et médicaux à plat. Nous allons aussi travailler à plat. Nous allons travailler pour garantir la paix et la sécurité de tout le peuple russe dans toutes les régions de notre grand pays.
Уважаемые друзья, коллеги, сегодня хочу обратиться Chers amis, chers collègues, к которые aujourd'hui je veux également m'adresser aux soldats et aux officiers qui participent à l'opération spéciale, aux soldats du Donbass qui, après la mobilisation, ont accompli leur devoir patriotique en acceptant de rejoindre les centres de mobilisation. Je veux dire à leurs familles pourquoi nous combattons, quel genre d'ennemis nous avons face à nous, qui Наши соотечественники, наши братья и сестры на Украине, родная часть нашего народа своими глазами. Compatriotes en Ukraine, nos compatriotes en Ukraine sont une part de notre peuple. Nous savons ce dont sont capables les leaders en Occident qui ont enlevé leur masque, qui ont montré leur vrai visage après l'éclatement de l'Union soviétique, que tout le monde doit accepter la dictature de l'Occident. Et en 1991, l'Occident pensait que la Russie n'allait pas se remettre après un tel choc et qu'elle allait s'autodétruire. Et c'est presque arrivé. On se souvient des années 90, et la Russie a depuis ressuscité et a à nouveau occupé sa place honorable. Mais l'Occident cherche une nouvelle opportunité pour nous frapper, pour détruire la Russie. Et c'est leur rêve depuis toujours. Ils voulaient mettre les peuples de notre grand pays les uns contre les autres pour qu'ils meurent de famine. Ils ne peuvent pas rester tranquilles en pensant que dans le monde il existe un tel pays si riche comme la Russie et avec le peuple qui ne peut pas, qui ne veut pas vivre selon ce diktat. L'Occident préfère tout pour préserver ce système néocolonial et voler tout le monde avec l'aide des dollars et un diktat technologique. Источник незаработанного благополучия, ренту гегемона. Сохранение этой ренты их ключевой, подлинный и абсолютно корыстный мотив. Вот почему l'Occident et les Occidentaux, dans leurs intérêts, традиционным ценностям и к самобытным культурам. Ils font la guerre contre les valeurs traditionnelles. Ils veulent miner. Им критически важно, чтобы все страны Ils veulent miner tous les processus de paix. C'est très important pour eux que tous les pays dont le одни государства добровольно соглашаются это сделать. Il y a beaucoup de pays où ces leaders sont d'accord et deviennent les vassaux des Occidentaux et les autres sont pris par la force. Et si nous n'arrivons pas, alors nous pouvons détruire il y a des millions de destins humains qui sont brisés. Les Occidentaux créent des colonies, des protectorats. Tout est égal pour eux seulement. Tout ce qui les intéresse, c'est bien profiter de ces situations. Je veux dire que cette avidité qui est la base de cette guerre hybride que l'Occident mène aujourd'hui contre la Russie, les Occidentaux ne veulent pas que nous soyons libres. Ils veulent nous voir comme une colonie. Ils ne veulent pas d'un partenariat égal avec la Russie, mais ils veulent devenir nos maîtres. Leur menace pour eux, c'est notre pensée, notre philosophie. C'est pour cela qu'ils n'aiment pas nos philosophes, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas notre culture. Notre culture est une menace pour eux. Notre développement économique également est une menace pour eux. Les Occidentaux n'ont pas besoin de la Russie, mais nous avons besoin de notre Russie. Хочу напомнить, что претензии на мировое господство в прошлом уже не раз разбивались о мужество и стойкость нашего народа. Россия всегда будет Россией. Ce n'est pas la première fois que toutes les prétentions ont été brisées par notre peuple et la Russie reste la Russie. Aujourd'hui encore, nous allons défendre nos valeurs. L'Occident pense qu'il peut tout faire.
Et jusque-là, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Tous nos accords, les accords stratégiques sont tombés à la poubelle. Toutes les promesses de ne pas élargir autant l'OTAN jusqu'à nos frontières, avec lesquels, où ils ont acheté nos autres leaders. Les Occidentaux ont cassé tous les accords et on se souvient que l'Occident protège l'ordre mondial, mais d'où viennent ces lois? Qui a mis en place ces lois internationales? Ce sont vraiment des balivernes. Partout où il y a des mensonges. La Russie est un pays millénaire, c'est une grande civilisation et elle ne va pas vivre selon ce diktat, selon ces lois dictées par les Occidentaux. Именно так называемый Запад растоптал принцип нерушимости границ. А сейчас c'est l'Occident qui a piétiné le principe de sécurité des frontières. Et maintenant, il décide lui-même qui a le droit d'autodétermination et qui ne l'a pas. Qui a donné le droit à l'Occident de décider lui-même de ce droit? Et c'est pour cela que les Occidentaux sont tellement fâchés quand ils voient la volonté des gens de Donetsk, Lugansk, Zaporijjia et de Kherson. Ils n'ont pas le droit moral, ils n'ont pas le droit de parler de démocratie. Ils n'avaient pas ce droit. Les élites de l'Occident refusent la souveraineté du droit international. Ils avancent. Les Occidentaux accusent tous les peuples et des pays entiers. Les leaders, les élites occidentales sont devenus les mêmes que les colonisateurs. Ils font de la discrimination, ils partagent les peuples, ils divisent les peuples. Nous n'allons jamais accepter un tel racisme. Et c'est la russophobie qui est désormais partout dans le monde. Ce n'est pas un racisme. L'Occident pense que la culture néolibérale doit être partagée par tous. Mais qui leur a permis de diffuser de telles idées? Les propres crimes que l'Occident a commis, eh bien, il a accusé les autres d'avoir commis ses propres crimes. Il rejette la responsabilité sur les autres. Je rappelle que c'est depuis le Moyen-Âge qu'ils ont commencé tout cela. Il y a eu les génocides des Indiens, l'esclavage, il y a eu les guerres d'Angleterre et de France contre la Chine pour ouvrir les chemins du commerce. Et nous sommes fiers qu'au XXe siècle, c'est notre pays qui a ouvert le chemin vers la libération pour lutter contre la pauvreté. Et c'est pour cela que les élites occidentales se sont tellement fâchées, parce que nous n'allons pas permettre que notre pays devienne un pays colonial. Nous souhaitons parler d'égal à égal, et c'est pour cela que nous avons créé
en Russie, un pays qui est fondé sur les traditions d'orthodoxie, d'islam, de judaïsme, sur la culture russe et sur la langue russe. Nous savons qu'il y a plusieurs fois qu'il y a eu des interventions contre la Russie au XVIIe, au XIXe et après la révolution d'octobre. Mais l'Occident n'a pas pu s'approprier toutes les richesses russes. Il a commencé à accéder à la fin du XXe siècle. Il nous appelait des amis, des partenaires, mais les Occidentaux parlaient avec nous comme avec des esclaves. Ils ont pris des milliards de dollars de notre pays. Et ce jour-ci, les gens de Donetsk, Lugansk, de Zaporijia et de Kherson se sont prononcés pour rétablir notre union historique. Les pays occidentaux, pendant des siècles, ont dit qu'ils allaient amener la démocratie, mais c'est juste le contraire ce qu'ils ont fait à la place de la démocratie. La démocratie, c'est l'exploitation, à la place de la liberté, c'est l'esclavage, c'est la violence. Ils veulent construire un monde monopolaire, unipolaire, un monde qui est hypocrite, mensonger. Les États-Unis sont le seul pays dans le monde qui a utilisé 2 fois l'arme nucléaire sur les villes de Nagasaki et Hiroshima au Japon. Je veux vous rappeler que les Américains et les Britanniques ont bombardé Dresden, Köln en Allemagne et d'autres villes allemandes. Il n'y avait pas nécessité de bombarder ces villes. Leur but, était de semer la peur dans notre pays et dans le monde entier. Les États-Unis ont laissé des signes macabres en Corée. Et ils ont occupé l'Allemagne, le Japon, la République de Corée et cyniquement, ils appellent ces pays les alliés. Quel est le prix de cette alliance? Nous savons que les leaders de ces pays sont espionnés. On entend leurs conversations dans leur voiture, dans leur maison, et c'est une vraie honte pour tous et pour ceux qui, comme les esclaves, avalent toutes ces choses-là. Ils appellent à la solidarité euro-atlantique. Ils mènent leur politique qui a provoqué une grande vague de migration. Il y a des milliers de gens qui meurent, qui essayent d'arriver en Europe. Voilà tout ce parlons le pain de l'Ukraine, le blé de l'Ukraine. Où va ce blé? Eh bien, il va dans tous les pays européens. Il y a seulement 5% de ce blé qui est parti pour les pays pauvres. Et à nouveau, ce sont les mensonges de l'Occident. Les élites américaines utilisent en fait la tragédie de ces populations-là pour affaiblir leurs rivaux, pour détruire les États-nations. Cela concerne tous les pays d'Europe, la France, l'Espagne. Les pays, Washington demande de plus en plus de sanctions contre la Russie et beaucoup de leaders européens acceptent cela. Ils comprennent que les États-Unis veulent que l'Europe refuse le gaz et l'énergie russe. Et comme ça, l'Europe va être complètement à la merci des États-Unis.
Et tous les leaders européens comprennent cela très bien, mais ils préfèrent servir les intérêts des États-Unis. Et c'est une vraie trahison de leur propre peuple. Mais cela, c'est leurs affaires, cela ne nous concerne pas. Les sanctions ne sont pas suffisantes pour eux. Ils ont commencé à faire des diversions. Ils organisent des explosions de gazoducs dans la mer Baltique. Ils ont commencé à éliminer toute l'infrastructure énergétique de l'Europe. Et on sait qui a besoin de cela, qui profite de cela. Le diktat des États-Unis est basé sur une force brute, même si elle est enveloppée dans une jolie enveloppe. Et partout dans le monde, les États-Unis, les Américains ont des centaines de bases militaires, ils ont élargi l'OTAN, ils essayent de faire de nouvelles alliances militaires, ils mènent un travail très actif. Par exemple, Washington et Tokyo travaillent activement leur coopération. Именно на этих принципах строятся военные доктрины США и НАТО, требующие немного... Et sur ce principe est basée la doctrine militaire de l'Amérique et de l'OTAN, c'est-à-dire la domination totale. Ils le font avec beaucoup d'hypocrisie. Quand ils parlent de la paix, ils essayent... Il y a beaucoup d'hypocrisie de leur part quand ils disent qu'ils essayent d'entretenir la paix. Derrière cela se cache la volonté d'éliminer tous les centres stratégiques et souverains. En Iran, en Asie centrale, en Amérique latine, ils font la même chose. Et les partenaires actuels des États-Unis, on sait très bien, tout de suite, ils font des sanctions, même contre leurs propres alliés. On sait souvent qu'il y a des sanctions contre telle banque ou telle société. Et cette politique va s'élargir. Les Américains visent tout le monde. Même nos voisins, les pays de la communauté des États indépendants, en imposant des sanctions à la Russie, ils pensaient qu'ils allaient fédérer tout le monde, mais on a vu que tout le monde n'était pas d'accord avec cette politique de sanctions. Seulement les masochistes politiques qui suivent cette politique dictée par les Américains. Une grande partie refuse d'obéir et choisissent une voie raisonnable de coopération raisonnable avec la Russie, et l'Occident ne s'attendait pas à cela. Les Occidentaux avaient l'habitude de prendre tout par chantage, par menace, et ils pensaient que cette méthode allait toujours fonctionner. Mais ces méthodes sont restées dans le passé, elles n'ont pas évolué. Et les Occidentaux vont aller vers la défaite, car cette conception de leur position va les ruiner. Ils ont, en utilisant leur propagande agressive, mais nous avons déjà dévoilé beaucoup de fausses informations. Nous ne pouvons pas, on ne peut pas nourrir les gens avec des papiers sur lesquels sont imprimés des dollars. Alors, ce n'est pas possible de chauffer les maisons avec cela. Il est très important. Vous ne pouvez pas faire manger du papier aux gens. Vous avez besoin d'alimentation. Vous ne pouvez pas nourrir les gens avec des mensonges, avec le capitalisme. Vous pouvez chauffer les gens non pas avec des billets, mais avec de l'énergie. C'est pourquoi les hommes politiques en Europe essayent de convaincre aujourd'hui leurs citoyens de moins manger, de s'habiller chaudement.
переводят стрелки на Россию, говорят, вот, мол, кто источник всех ваших бед. Et ceux qui sont contre ces méthodes, ils les appellent les ennemis et ils accusent la Russie d'être la raison de tous les malheurs. Je veux souligner que les élites occidentales ne veulent pas chercher de vraies solutions pour la crise alimentaire qui a été créée par eux-mêmes. Ils sont responsables de cette crise alimentaire et non pas l'opération spéciale en Ukraine. Ils ne veulent pas résoudre le problème, ils ne veulent pas établir un monde juste. Ils veulent essayer d'utiliser des méthodes auxquelles ils se sont déjà habitués, des méthodes par la force. Et je veux rappeler que toutes les contradictions de l'Occident sont apparues après la Première Guerre mondiale. Mais cela a permis aux États-Unis de vaincre la Première Dépression et d'établir le dollar comme la devise la plus importante. Et cette crise a été, je vous rappelle, cette période, l'Occident a pu convaincre. Сейчас, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, им нужно во что бы то ни стало сломать Россию. Другие государства, которые выбирают суверенный путь развития, чтобы еще больше грабить чужие богатства. Et maintenant, les Occidentaux pensent encore à voler les richesses des autres pays et comme cela résoudre leurs propres problèmes. Et si jamais ils n'arrivent pas à leur fin, eh bien, je ne doute pas qu'ils vont amener tout le système jusqu'à l'effondrement et finalement faire la guerre. Et vont dire que la guerre va tout couvrir. Mais la Russie est consciente de cela, est consciente de sa mission. Et bien sûr, ce modèle néocolonial est condamné. Mais je veux dire que le maître de ce concept, ils vont continuer jusqu'au bout car ils ne peuvent pas proposer autre chose au monde sauf leur système qui consiste à voler. Et ils veulent eux-mêmes, ils ne veulent pas laisser aux gens choisir leur propre destin. Ils sont arrivés, les Occidentaux n'acceptent pas les valeurs de la famille, de la religion. Je veux revenir et je veux faire appel à tous les citoyens de notre pays, pas seulement aux gens qui sont ici dans cette salle. Est-ce qu'on veut dans notre pays, à la place de la mère et du père, qui sont donc les parents, est-ce qu'on veut que dans nos écoles, à partir des premières années, est-ce qu'on parle de relations sexuelles? Est-ce qu'on dit qu'à côté des hommes, à côté des femmes et des hommes, il y a des êtres humains qu'on appelle le troisième sexe? Est-ce que tout cela, ce qu'on entend, est inacceptable? Nous avons notre propre avenir. Et je répète que la dictature de l'élite occidentale contre la dictature occidentale vise tous. Les Occidentaux refusent le concept même d'être humain. Ils minent. Dans la Bible, lorsque Jésus parle d'un faux prophète, il dit « Vous allez le connaître par votre fruit ». Et là, vous voyez le fruit de ce faux prophète. Et ce fruit-là n'est pas acceptable pour tout notre peuple et pour beaucoup de peuples à l'étranger. Et ils forment le nouveau centre de développement. Ils essayent, ils parlent de leurs intérêts, mais ils sont prêts aussi à défendre ces intérêts. Et mais il y a beaucoup de peuples qui veulent construire un monde monopolaire, unipolaire.
et défendre leur droit à un développement harmonique et souverain dans tout le monde. Partout en Europe et aux États-Unis, on a beaucoup de gens qui pensent comme nous et nous voyons leur soutien. Dans beaucoup de pays, il y a des mouvements de libération anticoloniale. Et ce mouvement va s'élargir et c'est cette force qui va devenir la future réalité géopolitique. Aujourd'hui, nous nous battons pour un monde juste, tout d'abord pour la Russie. Nous voulons que la dictature et le despotisme restent dans le passé, pour que tous les gens comprennent que la politique qui est fondée sur l'exclusivité de quelqu'un est criminelle. Nous devons renforcer cette page déshonorable et la défaite de cette hégémonie de l'Occident est irréversible. Ce ne sera pas comme avant. Le champ de bataille que le destin et l'histoire nous a appelé, c'est le combat, c'est la bataille pour notre peuple, pour la Russie historique, la Russie, la grande Russie. За большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков. Мы должны защитить. Pour la Russie grande, historique, pour notre génération future, pour nos amis, nos enfants, nous devons protéger nos enfants de ces expérimentations qui sont visées pour briser nos âmes, et ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas enlever notre histoire, l'histoire de notre planète. Nous avons besoin de consolidation de notre peuple et dans la base, nous devons avoir la justesse, la souveraineté et nos valeurs, c'est l'amour, c'est l'humanité. Et je veux terminer avec les mots d'un vrai patriote. Si je considère la Russie comme mon pays, c'est-à-dire que j'aime à la russe, je pense à la russe, que je chante en russe, que je crois à la force spirituelle du peuple russe, le destin du peuple russe est mon destin. Ses malheurs sont mon malheur. Son développement est mon développement, ses joies est ma joie, et derrière ces propos, c'est le choix que beaucoup de nos ancêtres qui ont suivi ce chemin, et aujourd'hui ce choix, nous le faisons nous-mêmes, ce choix, ce qu'a fait les citoyens des régions de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporijjia, ont fait le choix d'être avec le peuple russe, avec leur peuple, avec leur patrie, et de vivre avec le destin de leur pays, faire la victoire avec elle. La vérité est avec nous, la Russie est avec nous. Начинается церемония подписания документов. Voilà, vous venez donc d'entendre le discours résolument donc anti-occidental de Vladimir Poutine, et viennent d'être appelés donc à la tribune les dirigeants des républiques, des régions annexées donc aujourd'hui par la Russie. Les dirigeants de l'Union européenne viennent à l'instant de rejeter donc l'annexion par la Russie des 4 régions ukrainiennes. Vladimir Poutine qui a accusé notamment d'être à l'origine des explosions, à l'origine des fuites de Nord Stream.
глава Луганской Народной Республики. Et qui a dit par ailleurs que son souhait n'était pas d'aspirer à la restauration de l'Union soviétique, mais de protéger les peuples russes, donc des régions de Kherson, Zaporijjia, Louhansk et Donetsk, officiellement annexées aujourd'hui par la Russie après 7 mois d'offensive russe en Ukraine. Et vous voyez donc à l'image que la signature de ces documents officialisant l'annexion, le rattachement de ces régions ukrainiennes à la Fédération de Russie, document signé par les dirigeants de ces régions ukrainiennes, dirigeants qui ont été nommés par Moscou, donc dirigeants de Louhansk, Donetsk, Zaporijjia et Kherson. И Луганской Народной Республикой. Vous avez donc pu suivre ce discours, comme je vous le disais, particulièrement hostile de Vladimir Poutine vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis des Occidentaux de manière générale. И Херсонской областью. Vladimir Poutine qui a appelé Kiev à cesser immédiatement les hostilités, il s'est dit prêt au dialogue, tout en ajoutant qu'il n'accepterait pas de discuter sur l'indépendance de ces 4 régions ukrainiennes annexées aujourd'hui par Moscou. Запорожской области. И Херсонской области. Voilà, actuellement, les documents sont signés par la dirigeante de la région de Kherson, à gauche. Новых субъектов. Исполняется государственный гимн Российской Федерации. L'hymne de la Fédération russe qui est entonné dans le palais du Kremlin. Hymne qui est en fait celui de l'ex-Union soviétique, seulement les paroles qui ont été changées depuis. Voilà, donc vous venez d'assister à cette cérémonie d'annexion par Russie des 4 régions ukrainiennes de Kherson, Louhansk, Donetsk et Zaporijjia. Donc annexion qui intervient après ces soi-disant référendums organisés dans ces 4 régions ukrainiennes, référendum qualifié de mascarade, d'imposture absolue par les Occidentaux. Et donc cette cérémonie qui a officialisé ces annexions a été organisée devant un parterre de personnalités russes dans le palais du Kremlin. Cérémonie que vous avez pu donc
suivre en direct sur Euronews. Au Brésil, dernier débat avant le premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche. Échanges électriques entre les deux favoris. Jair